Eh bien, bonjour à tous, c'est Mac Adébaran de la Gazette de Rennes-le-Château. Nous sommes ici donc dans la salle visigothique de Rennes-le-Château, un haut lieu, qui n'était pas à Templier, mais on est un peu dans l'ère, on va dire, du Moyen-Âge, un peu dans l'ère du temps. Ici, on peut voir derrière nous le château de Templier de Ponferrada. C'est un château qui est peu connu du milieu templier. C'est un château qui se trouve en Espagne. On parle des châteaux en Espagne, mais là, c'en est vraiment un. Et donc, il se trouve dans la province de Léon, au nord-ouest donc de l'Espagne. Ce château a été construit par les Templiers sur une colline située à l'endroit où il y a le Boeza et qui rejoint le Sil. Alors, dès 1178, les Templiers s'installent le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc sur concession des rois de Léon. Et la forteresse donc, de Ponferrada est nichée, c'est une de leurs principales implantations, parce qu'elle participe en fait aux protections militaires, de la colonisation de l'ordre du Temple, lors de la Reconquista. Donc ce château, voilà, il restera jusqu'à 1312 présent. Donc ça, c'est un château assez important, mais qui est peu connu, on va dire, du grand public. Alors on va commencer avec justement les ordres templiers dans l'histoire, et puis ensuite sur les ordres néo-templiers, qui sont plus récents. Alors on va reprendre déjà les 4 principales légendes qui entourent la survivance du temple, de l'ordre du temple, après sa dissolution en 1314. Il y a d'abord la filiation de Beaujeu. Alors selon un certain document, Jacques de Molay, quelques jours avant sa mort, confia sa tâche donc à François de Beaujeu, qui était un membre de l'ordre, de récupérer un écran de cristal. De Molay donc aurait initié Beaujeu, lui aurait confié la mission d'assurer la survie du temple. Quand Jacques de Molay mourut, Beaujeu réunit 9 chevaliers de l'ordre escapés de la rafle et ils auraient juré de maintenir l'ordre en vie. En second lieu, il y a la filiation d'Aumont. Au soir du 18 mars 1314, Aumont et 7 autres chevaliers auraient récupéré en fait les cendres de Jacques de Molay et crié les mots Mac Benac, en jurant de venger l'ordre. Aumont se serait alors rendu en Écosse, sur l'île de Mull, et il aurait été désigné comme nouveau grand maître de l'ordre le 24 juin 1315. Ce noyau des Templiers serait à l'origine d'ailleurs de la constitution de la loge maçonnique Hérédom ou Sainte Maison. Ensuite, il y a la filiation L'Arménius. Là, c'est la légende qui est propagée par l'abbé Grégoire, par Sédir et Guyot. L'Arménius, qui était commandeur de Jérusalem, aurait été désigné par Molay comme futur grand maître. Alors l'ordre serait alors resté dans l'ombre jusqu'en 1808 avec la résurgence officielle orchestrée par Fabri Palapra. En 4e lieu, il y a la filiation Geoffroy de Gonneville. Désigné par Molay comme successeur, il aurait réuni un chapitre en Dalmatie puis serait parti en Asie centrale où on perd sa trace. Donc il y a une liste en fait non exhaustive des résurgences templières depuis 1314, puisqu'en 1318, il y a Dante d'Algérie qui termine en cette année la trilogie de la Divine Comédie, donc l'enfer, le purgatoire, le paradis. Il fait allusion à plusieurs reprises aux Templiers, à leur martyr, à la résurgence. Béatrice qui est entourée de l'Empyrée d'une assemblée de blancs manteaux. Alors, beaucoup plus tard, parce qu'on va aborder aussi le thème du néo-templarisme, qui commence déjà presque dans les années 1700. 1737, il y a le discours du chevalier Ramsay. Donc le 21 mars 1737, le chevalier Ramsay prononce à Paris un discours qui constitue encore la charte officieuse de l'écossisme en France. Ramsay, qui a introduit les croisés dans l'histoire maçonnique, il se sera engagé par serment à employer leurs biens et leurs talents pour ramener l'architecture à sa primitive institution. Donc après avoir relié la chevalerie à l'architecture, il expliquait l'usage de l'ordre maçonnique et se serait uni avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce qui explique pourquoi les loges sont dites de Saint-Jean. Donc de la Terre Sainte, l'ordre maçonnique aurait été introduit donc en Écosse, et d'où on parle de rite écossais, des grades de rite écossais. Cette filiation donc entre la chevalerie et les Lumières, les croisades, l'Écosse et l'art royal, contribue à détacher l'ordre de ses bases andersoniennes. Alors, il y a eu plusieurs
donc lien entre les loges et le maçonnisme et le templiarisme à divers niveaux. Il y a eu donc plusieurs ordres. En 1808, l'ordre du Temple à Paris, Bernard Fabré-Palaprat. En 1890, il y a un ordre de la Rose-Croix, du Temple et du Graal. C'est Josephin Péladan, qui est assez connu des milieux, justement, du milieu du Graal. En 1904, il y a l'ordre du Temple rénové. C'est René Guénon, donc quelqu'un qui est très important dans la dite résurgence, on va dire, templière. C'est quelqu'un dont on parle peu actuellement, on parle beaucoup d'un renouveau templier, mais René Guénon est souvent oublié. Il y a un ordre souverain aussi en 1945 de l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem. Et voilà, on va parler de la résurgence aussi. En 52, il y a cette fameuse résurgence templière du château des Veilleurs, du Veilleur. Je l'appellerai ainsi pour certaines raisons. En 66, il y a l'élection du premier grand maître, c'est Jean Soucas, et ça devient l'OSTS, donc l'ordre souverain du Temple solaire, qui après a été récupéré beaucoup plus tard par l'OTS, mais ça c'est une autre manière de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des résurgences qui ont eu lieu avant, et après ça a dérivé sur certaines choses. En 62, il y a le souvenir templier, donc c'est Philippe Encausse et Robert Ambelin de Memphis-Mizraïm. En 63, il y a la nouvelle observance templière qui se trouve à Nice, et c'est Weisen, Alfred Weisen, qui est connu pour l'île des Veilleurs. En 70, il y a l'ordre rénové du Temple, donc l'ORT, qui se trouve à Chartres, et avec l'aval en fait de Ralph M. Lewis de La Morque et Raymond Bernard, fondent l'ORT, l'ordre rénové du Temple. En 71, Raymond Bernard abandonne la présidence de l'ORT, il est remplacé à cette fonction par Julien Aurigas, qui est grand sénéchal de l'ordre. En 70, il y a l'ordre de la Ligue des Templiers modernes de Jérusalem, qui se trouve à Paris. Et fin 71, Raymond Bernard se retire du conseil d'administration de l'ORT et toutes ses activités au sein du mouvement. En 72, il y a Julien Aurigas, qui est quelqu'un qui s'appelle donc, qui est appelé Humbert de Francesbourg, qui est grand maître de l'ORT. En 72, Raymond Bernard démissionne de l'ORT. Tout lien entre la Morque et l'ORT est définitivement rompu. Toujours à la même année, 72, il y a les Frères aînés de la Rose-Croix à Saint-Cyr-sur-Mer, et c'est Roger Carreau. Donc là, c'est une église templière. Il y a à la même époque le collège templier, donc qui se trouve près de Lyon, à Caluire-en-Cuire. Et là, c'est Jean Soucas et Paul Soucas qui, eux, ont un château. Ils vont faire une résurgence, mais au château de Soult. Et ce château de Soult, il se trouve en fait au miroir du château des Veilleurs, puisqu'il y a une tour qui est renversée, on va dire, qui est en parallèle, en miroir du château des Veilleurs. En 73, il y a l'ordre des Veilleurs du Temple. C'est le Militia Templi, qui se trouve à Montpellier. Donc en 73, donc 650 ans après le chapitre de Dalmatie, voire justement la filiation de Gonneville, l'ordre du Temple est résurgi à l'aube du IIIe millénaire, donc sous l'impulsion des filets d'amour, par l'intermédiaire de l'ordre des Veilleurs du Temple, OVDT. Donc tient hors de la Militia Templi. Pendant 9 ans, donc, l'ordre des Veilleurs du Temple a mis en place des structures, et son enseignement jusqu'en 82, où il a paru au grand jour. Et cette même année a eu lieu, lors du conclave, en fait, l'élection du 23e grand maître de l'ordre du Temple. Alors, l'ordre des Veilleurs, qui sont de Montpellier, ils sont actuellement assez actifs. Ils ont même des projets de réunion des Templiers, de réunion de diverses résurgences templières. Et c'est un groupe assez sérieux. En 76, il y a le Cercle du Temple et du Saint Graal. Là, c'est la fondation par Noël et Jean-Marie Parent. Et donc là, il s'agit du CTSG, c'est le Cercle du Temple du Saint Graal. Il y a en 78 la fraternité johannite pour la résurgence templière. Et là, c'est Jean-Marie Parent et Roger Facon. Roger Facon, qui est assez connu des milieux templiers. Et donc, après la fondation de la FRJT, fraternité johannite pour la résurgence templière.
beaucoup plus tard, il y a en 84 justement l'Ordre international chevaleresque tradition solaire, fondé par Jouret, justement, hors tradition solaire. Et là, c'est la scission avec l'ERT. Ensuite, en 88, il y a l'Ordre souverain du Temple initiatique, et Raymond Bernard, il fonde le CIRCES. Le CIRCES, c'est le Cercle international des recherches culturelles et spirituelles, et puis il y a l'OSTI, l'Ordre souverain du Temple initiatique. Donc tout ça, on est dans la résurgence du mouvement néo-templier, qui a été initié en 52 par quelqu'un qui s'appelle le Veilleur, j'ai appelé comme ça, et qui se trouve donc dans un château particulier. Donc Raymond Bernard forme le CIRCES et l'Ordre international chevaleresque tradition solaire, OCI-ETS, justement dérive vers l'OTS et de sinistre mémoire. En 92, il y a l'Ordre des Veilleurs, dont on parlait tout à l'heure, qui se dote d'une structure élargie, appelée Ordre du Temple international, donc Militia Templi, pour fédérer en fait les ordres présents dans différents pays, donc la France, l'Italie, en Europe. Il y a après la SOT contemporaine, et il y a justement des liens en fait entre les mouvements écossais, les grandes loges écossaises de stricte observance, le GLESO, et puis la SOT. La SOT contemporaine, qui est en fait un cercle d'études dont les membres se réunissent depuis 93, où donc c'est surtout comme un collège. Alors, il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé, c'est qu'en 2005, c'est le cas de la Sommet, donc c'est le Supremus Ordo Militaris Equitum Teutonoricum. Très discrètement, en fait, Benoît XVI a envoyé début novembre un courrier qui regrette et s'excuse pour les torts commis par Clément V à l'égard des Templiers, accusant le droit à l'organisation néo-templière allemande Sommet, dirigée par le grand maître Bernd Sendeck, de porter à nouveau le nom de Templier et de figurer donc parmi les annières officielles comme l'Ordre international des Templiers, avec la bénédiction papale. Mais le Vatican a officiellement désavoué la nouvelle le 19 décembre 2005, assurant que les documents avaient été falsifiés. Donc ça fait comme un objet de polémique, parce que quand même il y a eu quelque chose. Le collège templier, donc c'est souvent certains anciens au CTS et la tradition chevaleresque solaire. Ils ont sorti un livre assez intéressant, c'est La Révélation templière vers le règne du Saint-Esprit, édité chez Dervy. Alors je vais vous montrer le livre qui paraît ici. Donc là, c'est un livre intéressant pour comprendre en fait une partie du néo-templiarisme. Alors, le 12 juin 52, au château des Veilleurs, il y a l'Ordre du Temple qui avait disparu, qui ressurgit. C'est dans ce même édifice, en fait, qu'Hugues de Pin l'avait fondé. Alors là, ce jour-là, l'éminent occultiste Les Veilleurs allume la flamme des croisades. Les communications, en fait, embrassent le petit monde des ésotérismes et raniment, en fait, les moines soldats. Donc le Veilleur est entouré d'émissaires francs-maçons, notamment de la Grande Loge nationale de France, la GNF. Convaincus par cette renaissance, un millier de frères, férus de rites templiers, quittent la GNF et donnent naissance à une nouvelle obédience, donc la Loge maçonnique Opéra, la GLTSO. Donc GLTSO qui a été créée par Vincent Planck, qui était quand même à un haut niveau de l'État aussi, et qui a créé cette loge qui s'appelait Opéra, dont on comprendra ce qu'elle a fait par la suite. Les services secrets, donc, y compris la SDCE, l'ancêtre de la DGSE, s'intéresseront de près à la renaissance templière, donc née dans le château des Veilleurs, qui deviendra l'OSTS, donc l'Ordre souverain du Temple solaire. Alors le terme moine soldat, il est approprié parce que c'est une nouvelle croisade en fait anticommuniste d'Alain Dull. Le château donc, des Veilleurs est doté d'une crypte et à la réunion refondatrice, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, a été surreprésenté. Alors cet organisme, il ne manque pas d'honorables correspondants et d'initiés, il joue un rôle essentiel dans la politique d'influence française. Un peu partout dans le monde, en fait, surtout dans les anciennes colonies, des États donc plus ou moins indépendants commandent à la France des recherches sur tel ou tel produit qui pourrait se trouver dans leur sous-sol. Ces commandes sont d'autant plus aisées que la coopération française, en fait, les finance largement, et les recherches ne sont jamais monoproduites.
En cherchant du pétrole ou de l'or, ce qu'on peut trouver, c'est tout un tas de richesses. Et les États commanditaires donc, ne reçoivent souvent qu'à peine un cinquième des résultats. Donc l'adhésion à la GLNF, en fait, contribue à anesthésier leur président. Le reste alimente en fait une banque de données hautement stratégique sur les ressources du sous-sol de la planète. Henri Lair a commencé donc à créer la Société anonyme des minerais. Alors on peut constater aussi qu'il y a une centaine d'organisations templières en France avec des effectifs qui varient de 40 à 1000 membres. Donc la loge justement GLTSO ou GNF Opéra, qui a doublé ses effectifs, est de 2000 membres, est proche des réseaux issus du gaullisme. L'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, donc la Morque, initié par le veilleur illuminate Raymond Bernard, est devenu grand maître des loges rosicruciennes francophones en 1959, un an après le retour de De Gaulle. À en juger donc par son influence sur un certain nombre de chefs d'État, le titre équivalait à un statut de grand sorcier, puisque en fait Raymond Bernard a cédé la place à son fils Christian, qui est devenu en 90 le grand maître mondial impérator. Alors l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, l'OSMTJ, est un peu dans la même veine. C'est, on va dire, une multinationale de l'ésotérisme qui est créée au début du siècle. Mais en 70, les hommes de Charlie Lascrosse, donc proches de Charles Pasqua, du SAC, ont organisé un putsch au sein de l'OSMTJ. Alors dès lors, en fait, les barbouzes du service action civique, le SAC, n'auront de cesse d'infiltrer les commanderies de l'ordre. Alors l'OSMTJ européenne dépend de l'OSMTJ américaine, qui aurait été infiltrée par la CIA, donc qui, a priori, serait favorable aux thèses de l'armée. Il existe une commanderie militaire française, OTAN, des chevaleries de Templiers de Jérusalem, liées à l'OSMTJ. Donc des moines soldats sont très établis dans les milieux de la défense nationale. L'ordre du Temple solaire, auparavant appelé Golden Way, a été fondé en 1983 par Guy Membreau, cet ancien maître du Limois de la Rose-Croix, était en lien avec la loge P2. Au moins 72 membres en fait, de l'OTS étaient rosicruciens. Luc Jouret était un ancien membre de la GNF Opéra et de l'ORT, fondé par Bernard. Et Jouret était lié au service secret belge et sponsorisé par l'OTAN. Donc l'une des plus grosses, on va dire, institutions financières canadiennes, la Caisse de retraite Hydro-Québec, a été noyautée par l'OTS, qui n'a pas perdu tous ses relais dans la finance française. La doctrine de l'OTS donc s'inspire directement de celle de la Rose-Croix, avec une méthode spirituelle visant à influencer les grands dirigeants de la planète. L'ordre du Temple solaire, c'était en fait une caricature tragique, on va dire, de ces organisations à tiroirs qui comportent en fait divers degrés d'initiation, entretiennent autant de caches secrètes. Et en fait, le commandant de police Gilbert Ouvenagel, qui a dirigé l'enquête sur justement le massacre de l'OTS dans le Vercors, il laisse entendre que dans ce rapport de synthèse, que le chef de l'orchestre de l'OTS pourrait bien être non dit Membreau, mais Raymond Bernard. Mais ce dernier n'a jamais été inculpé. Seul a été jugé un chef d'orchestre, donc c'était Di Membreau à l'époque, qui était ami de Di Membreau, pardon. C'était Michel Tabachnik, donc, qui était auteur des textes initiatiques, Les Archers, aux études solaires, puis finalement acquitté au terme d'un procès biseauté. Alors Raymond Bernard, il fait un lien entre toutes ces nébuleuses, puisqu'il est dans tous les organigrammes presque. Il se dit donc membre de la Grande Loge de France, surtout appartenant à la GNF Opéra. Il est membre de la Morgue depuis un demi-siècle. Il est commandeur de l'OSMTJ. En 63, il crée l'ordre maîtriniste traditionnel de l'ordre du Temple, donc le RT, à la tête duquel il y a Julien Ruigas. Alors ces organisations, en fait, se plaisent à brouiller les pistes, à changer de nom, à multiplier les cercles intérieurs accessibles aux initiés. Alors Raymond Bernard, il s'est illustré quand même, puisqu'il a influencé et initié nombre d'Africains, de présidents africains, dont certains sont devenus chefs d'État. Omar Bongo, Paul Biya sont devenus des rosicruciens notoires. En 88, Raymond Bernard fonde le cercle international, c'est CIRCES, dont je parlais tout à l'heure, et il admet que son disciple Paul Biya a versé quelques 40 millions de francs au CIRCES et lui a alloué à titre de conseil personnel une indemnité de plusieurs millions. Une bonne partie de cet argent venait des recettes pétrolières du Cameroun, allègrement ponctionnées. Alors Raymond Bernard, on l'appelait aussi le Tsar Rosenkreuz. Bon, ça rappelle justement Christian Rosenkreuz, la légende des Rose-Croix, ancien. Et donc, il était légat, en fait, suprême de la Morque. Et donc, il fonde l'ORT, il sera le grand maître dans les années 70. Alors, il y a une intrication évidente entre la Morque et les sociétés néo-templières. C'est une composante à part entière du phénomène français. Alors, le veilleur dont je parlais tout à l'heure, il s'est lié d'amitié avec Robert Desnos.
Il s'est engagé dans, on va dire, une quête initiatique qui est sans doute à l'origine, en fait, des ordres néo-templiers actuels. C'est lors de pratiques ésotériques, donc dites de la résurgence, qu'il y a justement une présence templière qui l'amène à promouvoir en fait une renaissance de l'ordre templier. Le château des Veilleurs donc a eu la réputation d'avoir été un quartier général occulte de l'ordre du temple originel, puisqu'il y a des mystères graffitis en fait dans le donjon qui intriguent le propriétaire et l'incitent à chercher une signification ésotérique ou occulte. Et s'adressant donc au talent médiévtique du Veilleur, le cercle de proches qui les réunit autour de son séjour rencontre justement le fameux Jean Soucas, fondateur de l'ORT et donc de OSTS. Donc dans les années 70, l'ORT recrute tout naturellement dans les rangs de la Morgue. Il devient même le premier ordre néo-templier vraiment important, numériquement parlant, et on va dire structuré, tant dans ses aspects matériels, pratiques, que dans ses fondements ésotériques, puisqu'il y a 2000 membres. En 72, donc, Julien Origas, qui est le grand maître après Armand Bernard, doit terminer l'émancipation de l'ordre avec la Morgue. Alors cette émancipation est précipitée par le départ de Armand Bernard, vraisemblablement à la demande expresse de Ralph Lewis, l'impérateur de la Morgue. Donc il y a aussi Julien Origas, qui est russe chrétien déjà, présent dans cette mouvance occulte réunie justement au château des Veilleurs. C'est sous Julien Origas que l'ORT sème, on va dire, en de nombreuses sociétés secondaires, comme l'Ordre des Veilleurs du Temple, la Fraternité des Johannite, dont j'ai parlé tout à l'heure avec Roger Facon, donc la Régence de Notre-Dame. Cette prise d'autonomie en fait des mouvements néo-templiers, d'abord avec la franc-maçonnerie, puis avec les Rose-Croix, coïncide avec une prolifération des littératures néo-templières qu'on retrouve actuellement maintenant. Alors, au début des années 80, Origas est invité donc à donner des conférences à la Fondation Golden Way à Genève. Et donc là, c'est là que l'infiltration vient de Jouret et d'Imambro qui intègrent alors l'ORT et décident de faire entrer l'ordre, on va dire, dans l'ère du Verseau, ou le transit Verserius. Bon, c'est pas qu'une affaire de style, hein. Les manœuvres, les séditions provoquent l'alarme et le désarroi des proches de Julien Origas. Lorsque Jouret succède à son tour à Julien Origas, en fait, l'ORT vit en son sein des querelles fratricides, d'où naîtra justement ce fameux ordre traditionnel, ordre chevaleresque international sonnaire. Et justement, après deviendra l'OTS par la suite. L'ORT actuellement reste bien vivant et il propose, on va dire, une option néo-templière pacifique, syncrétiste, qui n'a rien à voir avec les dérives qu'il y a pu y avoir. Alors maintenant, je vais vous conter une partie donc de l'histoire du château des Veilleurs. Je l'appelle ainsi pour des raisons de sécurité, on va dire. Alors, il y a eu des expériences et communications templières. Pour certaines raisons, on ne peut pas évoquer le nom. Voilà. Il est connu, oui. Il est connu. Mais il est lié à la résurgence templière actuelle, dont a notamment souvent parlé Patricia Daré. Voilà. Alors, je vais vous conter aujourd'hui l'expérience templière qu'il y a eu à ce château, où mon grand-père, Guithieu, et son travail avec le Veilleur en 1960, devient en fait le 24e membre de la crypte. Alors, il fait connaître le livre solaire et donne des cours d'explication de l'œuvre entre 1960 et 62 au 34 rue de Godot de Morrois, à Paris, dans les locaux de Gilles de France. Et donc, il est initiateur auprès de Patricia Daré, où il apparaît dans son livre, Le Templier m'a dit, mais aussi dans le dernier qui est apparaître, là, La Révélation des Templiers. Donc, il est guide templier sous le pseudonyme dans le livre sous Michel Darcos. Mon père Christian Jean de Thieu, aussi du Soleil d'Or templier, Ozo, a travaillé aussi également avec le Veilleur au sein de Théo à partir de 1980. On peut noter qu'au sein de Théo, il y avait l'actrice Mireille Darc qui se trouvait au premier rang des ateliers. Alors moi, j'ai assisté, mais assez jeune, très petit. Voilà. Alors Jean-Baptiste Villermoz est un franc-maçon français qui joue un rôle important dans la constitution des systèmes de haut grade maçonnique de son temps, donc le rite ancien et accepté,
en France et en Allemagne, et sa sœur, Madame de Provençal, était propriétaire du lieu des châteaux des Veilleurs. Il y a eu donc lieu en ce lieu des expériences occultes qui remontent avant 1800. Alors, selon un récit, on va dire, légendaire, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, aurait reçu dans sa prison son neveu, Guichard de Beaujeu, pour lui demander en fait de dissimuler le trésor des Templiers à ce château. En 1745, par le texte de l'allemand Schiffmann, dit Fromersel in Frankreich, laissant supposer que le trésor du Temple serait enfoui à ce château aussi. Alors autour du château, la roche métamorphique verte du lieu donnerait lieu à des transmutations alchimiques. Le site en lui-même est un haut lieu tellurique. Entre la tour renversée et la tour d'alchimie, en fait, il y a une différence d'électricité potentielle de 500 microvolts. Il y a 3 rivières souterraines. Donc il y a beaucoup de lieux de recherche qui ont été faites sur ces lieux-là. Et l'association Croisade, dirigée par Guy Chagot, qui travaillait à la restauration du château dans les années 70 aussi, a œuvré pour faire des recherches, des fouilles. En 1962, Robert Charroux publie Trésor du monde, où pour la première fois est évoqué le trésor de Rennes-la-Château et celui de ce château, des Veilleurs. Le 12 juin 1952, à 23h, le Veilleur entreprend des expériences de communication occulte pour réveiller l'ordre du Temple. C'est là que vient en fait les ordres néo-templiers. Il commence en 1952. En 1953, en compagnie d'Armand Barbeau, un code à base de coups fut entrepris et 11 coups aussi puissants qu'une masse le feraient sur un mur sont clairement entendus par assistance entre minuit et 2h du matin. Donc des acteurs majeurs de cette époque qui constituent la résurgence templière. Donc là, il s'agit du groupe des Veilleurs. Donc il y a Monsieur Michon, qui est propriétaire d'une chapelle templière, Maxime de Roquemaure, qui est grand maître de l'occultisme. Il y a le cinéaste Claude Cariven, qui fait un scénario sur le château, l'alchimiste Raymond Barbeau, qui est auteur du livre d'or du millième matin, les pharmaciens Monsieur et Madame Roux, qui financeront le premier livre solaire du Veilleur en 1959 avec les éditions Histoire et Tradition. La Société d'études philosophiques solaires, Monsieur Champion, industriel parisien. Et il y a Edmond Sadoul aussi, ainsi que René-Paul Guillot, auteur d'un ouvrage sur Philippe de Lyon. Mais c'est surtout grâce à Vert de Bagot, surnommé Vieux Cap, en fait, qui veut faire un article de tourisme sur la région, qui demande à visiter le château. Alors le Veilleur le reconnaît aussitôt comme étant un acteur très important en devenir pour les communications avec les Templiers, pour réveiller l'ordre du Temple. Et il devient son médium personnel. Marcel représente alchimiquement le mercure et le Veilleur le sel, qui a l'ouverture avec les plans. En janvier 1953, donc il va y avoir une campagne de fouilles qui va se faire, et avec une rencontre importante avec Maxime de Roquemaure. Maxime de Roquemaure, qui est un érudit, qui a participé à une campagne de fouilles archéologiques au Maroc en 1908, est responsable en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale du contre-espionnage dans la Méditerranée occidentale, et qui a participé également à l'opération Torche du débarquement des Alliés. Ce dernier donc a une transmission néo-templière et rencontre le Veilleur. Ils vont former le premier triangle magistral des communications qui commence en 1953, qui débute en 1952 mais qui continue en 1953. Maxime de Roquemaure, en fait, sera le souffle alchimique et il a toutes les connaissances ésotériques de toutes les traditions qui sera représentée dans le premier texte solaire. Donc les indications contenues dans le livre sont celles des archimèdes de la crypte. Alors la crypte, ça a plusieurs significations. Elle se trouve dans le château, mais il y a une autre signification en fait plus ésotérique, plus alchimique, on va dire. On va dire que c'est un jet, on va dire purificateur solaire qui, issu au sein de l'unité, se dirige en fait vers notre soleil en quelque sorte. Puis celui-ci sur notre terre, en fait, il passe en fait dans ce lieu où nous sommes. Alors ce jet purificateur, en fait, nous inonde, nous traverse. Il est lumineux et blanc, et extrêmement lumineux et clair. Ainsi, nous sommes en quelque sorte purifiés et nous pouvons opérer dans les voies qui nous sont offertes. Donc il y a aussi dans ce rituel de la crypte, il y a des appels aux esprits des éléments, comme l'appel à la Vierge, mais il y a aussi les royaumes respectifs comme les salamandres, les gnomes, les sylphes. Il y a plusieurs appels en fait qui sont énoncés par l'opérant. Donc là, ça constitue
avec ces rituels, l'ouverture des plans, en fait, qui se fait en contact avec les archimètres. Alors, les archimètres qui sont évoqués dans les livres solaires, en fait, il y a Apollonius de Tyane, évoqué par Eliphas Lévi, grand maître de l'occultisme, Thomas, qui est le garde personnel et le guide, en fait, du veilleur. Il y a Roger Bacon, saint Thomas d'Aquin, Raymond Lulle, saint Bernard de Clairvaux, saint Renaud, Don Carlos Mas y Aranda. C'est la tradition templière dite caverne espagnole. Il y a Jacques Molay, mais à ne pas confondre avec Jacques de Molay. Et enfin, maître Philippe de Lyon. Donc là, il s'agit de communications théurgiques qui ont une importance considérable sur justement l'avenir de l'Europe, de la France et du monde. C'est ce qu'il disait en tout cas. À un moment donné, les communications sont arrêtées en 1965 et elles ont donné rendez-vous aux 24 membres dans 30 ans, quand ils seront adultes. Ceux qui ont créé des ordres, justement à la suite de la scission en 65, dire que ça a été arrêté, n'étaient plus en communication avec les archimètres. Alors il faut savoir qu'à ce château, quand même, il y a eu des phénomènes lumineux sur les joints des pierres et de la tour. Tout autour du château, en fait, la nuit, on entendait habituellement les hiboux, les grenouilles, les crapauds chanter. Et là, ils se taisaient immédiatement au moment des évocations. Il y a même des boules de plasma violettes qui, passant par les ouvertures supérieures du donjon, qui sont entrées et sorties. Donc là, c'est les opérations de 52 et 53. La comtesse, qui habitait justement à quelques kilomètres, a vu aussi des phénomènes de type ovni, mais là, on était dans les années 70, avec des globes énormes. Donc, il semblerait qu'il y ait un rapport entre ces évocations et le phénomène qui apparaît par la suite à certains endroits du lieu. En 1960, mon grand-père, donc le géophysicien Guithieu, représentant des frères aînés de la Rose-Croix, rencontre le veilleur et commence à travailler ensemble avec l'alchimiste Eugène Cancelier, donc un éminent alchimiste de l'époque de l'ésotérisme occultiste, l'époque de la grande époque de Bergier, de Matin des magiciens. Il y avait Gérard Couette, propriétaire de la Commanderie templière de Montfort-sur-Argent, ainsi que Roger Carreau, dirigeant des Rose-Croix de Saint-Cyr-sur-Mer, on appelait des FARC. Alors, dans une des communications, apparut la nuit un S barré sur la tour renversée, on va dire, sous la forme d'un phénomène lumineux, et une flèche qui traverse le S comme un trait et qui figure justement sur le blason de ce château, est apparue par 4 fois. Donc, il y a eu justement dans les communications une nuit, à l'extérieur du château, il est apparu au miroir du donjon comme une tour de lumière rouge qui tournait lentement sur elle-même, et l'indication suivait en quelque sorte la tour de feu similaire à la colonne de feu des Hébreux, quand ils ont traversé la mer Rouge. Pendant 400 km, donc, ils suivent cette colonne jusqu'à Saint-Didier-en-Dévolué, un lieu appelé le Bagicon, qui est une contraction, en fait, de Jacques. Et il y avait là une église au Xe siècle qui a été construite par les Templiers, justement, dont la commanderie secrète se trouvait à quelques centaines de mètres d'un endroit qui était complètement en ruine, et sur la porte d'entrée se trouvait une pierre qui n'était pas de la région. Sur cette pierre, il y avait 3 signes. Ces 3 signes, il y avait au centre Jupiter, à droite le Soleil, et à gauche la Lune. Il s'agissait justement du lieu des évocations. Les communications, donc, ont dit reprendre ce lieu. Jean Roux, qui s'est porté acquéreur pour la reconstruction, et Guithieu a aussi participé à la suite de plusieurs opérations à cet endroit-là, surtout en 1963, où ils ont obtenu des zones de lumière de 50 cm de haut et 30 cm de large qui avaient lieu lors des évocations, alors qu'il n'y avait pas d'électricité. La nuit, pendant quelques secondes, par exemple, le lieu pouvait être éclairé par un bleu électrique dans toutes les pièces. Les couloirs, les escaliers étaient nimbés de couleur bleue. Suite justement aux évocations. Alors, le veilleur, après 65, s'est désolidarisé, on va dire, de tous les mouvements néo-templiers. Il s'est retiré à Neuilly, il opéra seul dans une crypte souterraine, dans l'appartement qu'il avait, et il continue à faire de l'alchimie opérative. Il est toujours vivant ? Ah non, il est décédé. Il est décédé en 96. Il continuera à faire de l'alchimie opérative, et il obtiendra par distillation fractionnée du liquide qui va l'aider pendant pratiquement 14 ans à soigner son cancer de la vessie. Il fondera ensuite le petit groupe Théo, et il meurt donc en 96, et Guithieu reste en contact avec lui jusqu'à son décès,
Alors Maxime de Roquemaure et ceux autour du veilleur ont demandé à plusieurs reprises aux 11 Templiers désincarnés, qu'ils avaient appelés en 52, s'ils étaient tous d'accord pour que le veilleur reçoive les messages et soit l'intercesseur, on va dire unique peut-être, et ils auraient perdu par l'affirmative, à chaque fois. Alors malgré une grande incompréhension de son œuvre dans le milieu maçonnique, il put quand même faire un exposé de son travail à la Grande Loge de France dans la chapelle et le grand temple de Franklin Roosevelt devant 400 personnes. C'était organisé par la tradition écossaise par Pierre de Pierre. En 1960, donc je reviens un peu en arrière, justement, Guy Thieux, qui revient d'une mission en géophysique d'Autriche, il reçoit un livre dans des circonstances quand même assez particulières, parce que personne ne sait qu'il a un hôtel, et il revient de sa mission. Et il se trouve à la chambre de l'hôtel La Tour Maubourg, qui se trouve à Paris. Et donc on lui convie de rencontrer l'auteur, donc le veilleur justement, et de s'adresser au cercle républicain aux 5 avenues de l'Opéra à Paris. Et justement, c'est là qu'il y rencontre Vincent Planck, qui se trouve être l'ancien grand maître de la l'OGF Opéra, et qui l'envoie aller voir Pierre de Ribeaucourt. Pierre de Ribeaucourt est le père d'Édouard, qui se trouve à Port-Royal. Et à peine arrivé, on lui dit « Ah ben on t'attendait, tu es le 24e membre de la crypte ». Et il est le dernier membre vivant actuellement de cette époque, puisque tous sont décédés, en fait. En 1973, il y a un livre qui est paru, c'est Le temps hors du temps, où la médium Gabrielle Carmy, le 11 décembre 1966, a des visions d'un coffre et une lumière bleue électrique immatérielle au-dessus justement du sol et de la tour isolée du château. Cette lumière, en fait, formant deux espaces, deux dessins en espace d'environ 1,50 m, chacun d'eux comportant un S, justement séparé par un intervalle et se trouvant dans la tour isolée. Dans ce coffre, il y avait des parchemins très importants liés aux Templiers. Alors, mes parents étaient membres justement de la Masnie du Saint Graal, dont elle a créé l'existence. Et la Masnie, donc, qu'elle a créée, moi j'étais petit, mais très jeune. Et ce livre, en fait, il a donné l'inspiration, par une synchronicité très particulière, à Patricia Daré pour le livre du Templier Madi. Et donc Guy Thieux est l'initiateur, on va dire, alias Michel Darcos. À cette même époque, en 1974, le magazine Charivari, dirigé par Noël et Claude Jacquemart, publieront des articles et interviews du veilleur, et Gabrielle Carmy aussi également, est réalisé par Jean-Luc Chaumeil, qui était rédacteur en chef donc, de la revue Pégase en 1973, qui est assez connu des milieux de Rennes-le-Château. Alors il y a eu, voilà, comme je disais tout à l'heure, des apparitions à ce château, il y a eu plusieurs choses. Alors malheureusement pour ce haut lieu, on va dire que les couloirs aériens on va dire des avions et tout cela, ça a considérablement fait baisser la vibration du lieu et les communications, puisque déjà dès 72, il laissait entendre qu'il y avait moins, en 52 déjà il y avait moins d'avions, mais déjà en 72, eh bien ça perturbait le magnétisme et ça pouvait brouiller en fait le subtil des éléments. Certaines expériences, notamment à cause de les avions intempestifs, on va dire, ont été interrompus dans l'astral et ça produisait une déchirure. Eugène Cancelier, donc l'alchimiste, décrit la même chose car l'émission d'ondes artificielles dans l'atmosphère rend très difficile en fait la réalisation du grand œuvre. L'aimantation des plans, qui consiste en fait à saturer le lieu avec un magnétisme qui est descendu, c'est une condition particulière de la Kabbale et donc de concentration constituant, on va dire, à tirer du lieu une énergie. Patrick de Breuil-Stanes, qui est alchimiste, a pu s'y rendre justement au château et faire une certaine ouverture de plan dans la tour isolée, on va dire. Daniel Robin a écrit justement aussi, dans un de ses derniers livres, L'art reconnu des choses. Il traite aussi de l'affaire de ce château, mais sous un angle romanesque. Et là, il vient de sortir Les Templiers de la Agartha, donc un livre assez intéressant où il évoque aussi la résurgence templière. Alors, le vrai trésor, on va dire, des Templiers, ou le vrai trésor de ce château,
c'est en fait un contact avec le plan directeur. On va dire que c'est une réalité du monde des entités spirituelles qui sont vivantes, qui sont en accord avec un plan directeur. C'est-à-dire, en fait, c'est beaucoup plus qu'un trésor, c'est une évolution de l'âme de conscience qui concerne en fait toute l'humanité. Alors là, maintenant, on va parler justement aussi de la crypte, puisqu'il y a plusieurs cryptes. En fait. L'opération donc, a été déclenchée par la publication du livre Le Templier Madi de Patricia Daré, puis ses racines dans la crypte. Donc cette structure occulte fondée par le Veilleur est composée de 24 membres. Alors, il y a eu un virage en 1958 au sein de la crypte, puis un autre en 82, puis un autre encore en 91. Il y a plusieurs sources, dont la source Vigneron. Ce Vigneron, en fait, enquêtait en fait, discrètement depuis 1994. Il était policier lié au réseau Pasqua. Vignon enquêtait sur une crypte, donc la crypte version 91, qui était en fait celle-ci, une loge noire de Toulon, elle-même liée au grand banditisme quand même. Mais la crypte originelle de 52 n'a rien à voir avec les suivantes. Et la loge de Toulon s'est illustrée par certains méfaits quand même assez graves. Alors, c'est une tradition quand même qui remonte à l'après-guerre, puisque les patrons de la DST adoraient se rassembler dans des loges dites égyptiennes, notamment Memphis Mizraïm, ou écossaises, et ils côtoyaient justement des banquiers d'affaires, des grands voyous, animés par la même passion, l'anticommunisme. Et donc, dans cette loge égyptienne Toulon 7-1, 7-1 avait été créé par le commissaire Blément. Il sévissait donc à la DST de Marseille avant de prendre sous son aile Gaëtan Zampa. Alors, il faut savoir que la position des égrégores, quand même, templière, est assez sérieuse. Alors, surtout quand elle se nourrit une première fois des morts anciens, on va dire des templiers, et puis après, les morts qu'il y a pu avoir en 95 avec l'OTS. On ne peut pas parler d'ailleurs d'ordre templier véritablement. Par contre, ceux qui jouent utilisent ce terme en fait populaire pour attirer. Il y a une force qui est quand même assez redoutable et qui peut être dangereuse aussi derrière une résurgence, on va dire. On va dire qu'avant 52, le château des Veilleurs appartenait donc au père de Marie-Louise de Monspey, qui était plus connu sous le nom de l'agent inconnu. Un dessin du château datant de 1847 avait été publié par Robert Amadou dans un bulletin martiniste. En 52, quand Fulcanelli en fait charge Valentin Bresle d'enquêter sur un aventurier nommé Breder, qui officie justement à un certain château, Breder est alchimiste souffleur. Alchimiste souffleur, c'est une branche de l'alchimie. En 2022, donc, la crypte refait surface, justement avec cette loge vargoise, mais en même temps, au même moment, eh bien, des fois, il y a le noir et le blanc. On va dire que là, c'est la mauvaise crypte, puis il y a peut-être une bonne crypte. Mais Patricia Daré, justement, reçoit de la part de certaines entités ou certains templiers désincarnés des informations concernant une résurgence solaire, justement, se réclamant de l'héritage du Veilleur. Donc là, c'est là qu'elle mentionne, en fait, Michel d'Arcos. Alors, dans les années 52, 58, puis les années 80, les patrons de la morgue, de l'ERT, de l'opéra, ils invoquaient, en fait, un peu les fantômes de Jacques de Molay. Et puis, bon, il y avait aussi toute cette mouvance, en fait, autour de Constantin Melnik, du SAC, on va dire, Charles Pasqua, Jacques Faucard. Donc, il y avait tous ces personnages, en fait, qui étaient liés les uns aux autres, plus ou moins. Un certain Roger Facon, justement, enquêtait, il faisait une enquête parallèle, mais il a été justement longuement entendu par la DCPJ à l'époque, puisque le juge d'instruction Fontaine, auquel Jean-Luc Chaumet, justement, a été employé comme spécialiste du mouvement des Templiers, et aussi des archers, créés par un certain MT, Monsieur Facon, justement, a gêné une poignée, justement, de Barbouz et de conseillers de ministère de l'Intérieur. Alors, ça s'est resté un peu sous cloche, mais Roger Facon a enquêté, on va dire. Il y a aussi une certaine loge en Suisse, une autre à Toulon, donc, où il y a 9 hommes, on va dire, 9 hommes de l'ombre, qui ont procédé à un rituel, en fait, l'année dernière, pour réveiller la tradition solaire, on va dire. Soit 26 ans après le transit, on va dire. Alors, c'est le cycle de gestation, en 3 fois 9 ans.
Alors la synchronicité avec la parution justement la même année du livre de Patricia Daré, Nouvelle Égérie solaire, c'est en accord avec la tradition de Weyer. Alors le Weyer était un homme de l'ombre, hein, par nature et par conviction. Il a joué un rôle très important dans la sphère d'activité, dans sa sphère. Et la revue Pégase, d'ailleurs, à l'époque, dans le numéro 1, elle avait appelé un peu le mage noir de l'Apocalypse en 72, mais c'était plutôt une diatribe, en fait. Le Weyer étant quand même un homme de réseau, il avait beaucoup de contacts dans certains milieux. Raymond Bernard de la Borque, Aurigas de l'ERT le tenait en grande estime. Il le consultait souvent. Il a été protégé, on va dire, dans les années 52-58 par Constantin Melny, qui était conseiller de Charles Brune et le service secret de Pompidou. Et là, on retrouve après le Weyer, donc à l'origine de la GLTSO, donc de Vincent Planck, qui va donc donner un essor, hein, dans ce qu'on appelle justement la France-Afrique. Alors, on va voir un parallèle aussi entre Rennes-le-Château et ce château-là, justement, des Veilleurs. Excusez-moi. Oui. Comme je n'étais pas là au départ, ce château-là, il est dans le Var, c'est ça? Non, il n'est pas dans le Var. Dans le 07? Il n'est pas dans le Var, non. Je ne peux pas le citer pour des raisons de sécurité. Mais ceux qui connaissent l'histoire, ils feront peu de recherche, ils comprendront. Voilà. Alors, le lien, en fait, justement, entre Rennes-le-Château et ce château des Veilleurs, c'est l'application, on va dire, de la loge Villermoz qui naît à Lyon en 1956. Elle est dirigée par des acteurs de Réunion qui se tenaient à ce château des Veilleurs, sous la direction des Veilleurs, donc Pierre Plantard, comme Robert Ambelin, n'appréciait pas trop. Alors justement, l'ordre néo-templier créé par le Veilleur, il favorisait la création de structures parallèles, donc cette loge maçonnique, donc cette loge Villermoz qui apparaît en 56, et cette loge donc était dirigée par Vincent Planck, haut fonctionnaire de tendance gaulliste, mais également important maçon. Cette loge était, de par ses fondateurs, liée à la résurgence templière, donc, et certains membres ou visiteurs de la loge ignoraient peut-être même. Il y avait un fond de roulement en fait qui s'est constitué sur, on va dire, des documentations, des implantations templières en France qui faisaient appel à des personnalités du fait. Et grâce à la trésorerie, on va dire, constituée, ils ont acquis des biens fonciers dont les lieux avaient été occupés par les commandants de l'ordre du Temple. C'est de cette façon qu'ils ont été amenés à découvrir Rennes-le-Château. Le rapport Cross, c'est en fait une éloge subliminale du néo-templiarisme. Alors, une chose est sûre, c'est que Pierre Plantard a-t-il fréquenté ce milieu qui était plus proche de ses idées que celle du Grand Orient, où il a eu un parcours très rapide. Donc, il a pu très bien faire partie de cette loge-là, en partie. Mais en même temps, cette loge-là peut-être l'attaquer aussi. Donc il y a plusieurs... c'est assez... on n'a pas de preuves actuellement totales. En fait, dans un premier temps, l'affaire de Rennes-le-Château aurait été fomentée en fait dans le milieu lyonnais. Je parle de l'affaire de Rennes-le-Château récente, hein, de l'époque Plantard. Donc Pierre Plantard aurait été attaqué par ces milieux, puis il aurait lui-même repris, on va dire, les mêmes éléments, en des éléments identiques, contre-attaquant à sa façon, créant une nasse. Le milieu en fait lyonnais aurait fait une mise en scène de façon à ce que les chercheurs de trésors soient attirés par le site dont l'agencement était écrit dans le rapport Cross. Pierre Plantard donc aurait créé une nasse, une sorte d'égrégore dans la tradition, en quelque sorte, un égrégore dans le triangle audois, qui s'alimenterait d'elle-même, on va dire, grâce aux personnes qui auraient été manipulées et capables de répondre à des attaques lyonnaises et genevoises. On voit aussi qu'il y a la Société du Brouillard, la Société angélique de Lyon, qui a été impliquée dans l'affaire de Rennes-le-Château à une époque. Alors le lien justement entre Rennes-le-Château et le templiarisme, eh bien la matrice, on va dire, plantardienne de l'échiquier dualiste, en fait, ça constitue un manifeste du surréalisme magique.
On pourrait qualifier également de surréalisme magique le commencement avec les 30 coffres de Gisors, découverts par Roger Lemoy. Il existe des preuves, en fait, comme quoi il y avait 30 coffres, et certains camions ont été revus à l'époque, envoyés par Malraux, rappelant une certaine opération militaire. Après la publication, on va dire, d'un article de Gérard de Sède relatant l'aventure de Roger Lemoy, Pierre Plantard en aurait profité pour prendre contact avec Gérard de Sède. Il faut savoir qu'à Gisors, on a pensé qu'il y avait le trésor des Templiers, comme on a pensé qu'il était au château des Veilleurs, comme on a pensé qu'il était à d'autres endroits aussi. Alors, Pierre Plantard, donc, il prend contact avec Gérard de Sède. De Sède va voir le Sphinx, hein, il se faisait appeler comme ça. Et là, Plantard, il dit c'est extrêmement singulier. Il déroule le vieux papier. Il dit qu'il venait de le sortir de ses tiroirs et qu'il possédait donc ce vieux papier, en fait, ce plan. Il disait qu'il avait toujours cherché en vain à cet endroit et qu'il pouvait apporter quelque chose. Dans les documents joints à ce plan, il assure qu'il désigne un lieu où furent mis à l'abri, au XIVe siècle, les plus importants secrets de l'ordre du Temple. Il dit alors, je pense que selon le plan inspiré par Lemoy, eh bien, la chapelle mesurait 30 mètres sur 9, selon celui qu'il avait sous les yeux, en fait. Dans le plan de Lemoy, il figurait une coupe en élévation de la chapelle. Alors, l'hermétiste de mon Pierre Plantard disait qu'il travaillait à la fois pour le gouvernement helvétiste. Il venait de faire un coup de maître, en fait, en faisant passer ce plan-là pour un document templier. En effet, il était quand même signé d'une croix pâtée, inscrite dans un cercle, qui remarqua immédiatement Gérard de Sède, faisant le lien avec celle qu'il avait aperçue sur la route de la Reine Blanche, de Naufle à Gisors. Ce vieux plan, donc, aurait été dessiné par Pierre Plantard, et ce dernier avait préparé de longue date Roger Lemoy à ce plan. Pierre Plantard, lui-même aussi proche des réseaux gaullistes, avait eu vent de l'aventure de Lemoy et une guerre de difficulté à prendre contact avec Lemoy pour lui faire apprendre en fait un scénario qu'il répéta docilement à Gérard de Sède par la suite et aux médias. Alors de 1944 à 1946, Roger Lemoy donc, a fouillé à Gisors sous le donjon, espérant découvrir le trésor des Templiers. En 1947, espérant plus convaincre le maître de Gisors, il s'adresse au général de Gaulle, à André Astou. Et là, ce qui est étrange, c'est pourquoi Lemoy, il parle d'une affaire, de cette affaire, mais 13 ans plus tard, Gérard de Sède. Il aurait pu en parler bien avant. Comment se fait-il que ce dernier soit le seul à prendre au sérieux, on va dire, et au point même de publier un article? Puis éclat de Pierre Plantard de se lancer dans un livre. Donc sous Lemoy, cette idée de 13 ans des Templiers naît justement toute la mouvance, on va dire, de Sède et Plantard. Alors, Lemoy aussi parle d'une crypte. Il s'agissait peut-être donc justement d'une rumeur, de déclencher une rumeur dans la région et de l'exploiter quelques années plus tard. Il faut savoir qu'il y avait une lutte terrible qui opposait les différentes factions au sein des ordres néo-templiers, permettant justement aux Américains de maintenir leur contrôle. C'est seulement en 1964 que des fouilles officielles seront déclenchées par le pouvoir gaulliste, tentant tant bien de mal en fait d'en finir avec l'occupation américaine dans tous les domaines, et plus particulièrement maçonniques, néo-templiers et occultistes, pour ce qui concerne l'affaire. Et on voit qu'en 1965, ici à Rennes-la-Château, sont interdites les fouilles. Mais pourquoi lancer la rumeur d'une crypte secrète enfermant le trésor et non pas des archives du temple? En 1962, Gérard de Sède publie aux éditions Julliard Le vieil homme et la terre. C'est là où Gérard de Sède raconte sa rencontre avec Roger Lemoy. Alors ce dernier lui révèle en fait qu'il a trouvé quelques années auparavant, en creusant une galerie sous le donjon de Gisors, une crypte renfermant 30 coffres. Mais incompris des autorités, il est jugé comme fou. Il n'a même pas réussi à persuader la vérité des faits, en fait, et il a été même éjecté du château, puisqu'il est travaillé au château. Alors, il y a la double vie des Templiers dans ce livre-là, Le vieil homme et la terre, et il se décompose en deux parties.
Donc la première partie, en fait, nous livre en fait l'histoire de l'ordre du Temple, et puis la seconde est consacrée aux connaissances gnostiques des Templiers. Donc la question de leur survie, et là c'est là qu'on va renaître justement, ressurgir Maître Roncelin, Fabre Palapra, et puis c'est un lieu où seraient cachées les archives. Enfin, c'est quoi le lien entre Plantard et le Nouvel Ordre du Temple? Il a été dans le Nouvel Ordre du Temple? Il a créé le prieuré de Sion, où il se disait descendant d'une lignée chevaleresque. Mais c'est lui-même qui a créé ça. Il c'est lui-même, oui. Voilà. Est-ce qu'il a été en contact, lui, avec le Nouvel Ordre du Temple, etc. ou pas du tout? On n'a pas d'informations véritablement dessus. On n'a pas d'informations véritablement sur le fait qu'il aurait été membre objectif de mouvements néo-templiers ou templiers. Ce sont des suppositions. Mais en tout cas, il y a justement ce lien avec Rennes-le-Château puis le moyen templier. Pourquoi il s'intéresse à ça, le Nouvel Ordre du Temple, à Rennes-le-Château? C'est quoi le lien entre Rennes-le-Château et Gisors? Tout est lié en fait. Gisors, l'affaire commence à Gisors et puis il l'amène à Rennes-le-Château. Mais on parlera après à la fin des questions. La troisième partie du livre, en fait, c'est le secret de Gisors. Donc, ce livre est suivi de 2 annexes, dont la première est point de vue d'un hermétisme. Et ce dernier n'est autre que Pierre Plantard. Alors, on est dans une phase de plusieurs opérations. Une opération occultiste qui vise à créer un égrégore templier. Il s'agit ici donc d'instrumentaliser peut-être le peuple et non une élite qui a été faite, triée sur le volet comme en 52. Est-ce qu'il s'agit d'une opération politico-occultiste? Bon, ça c'est à voir. Et il s'agit peut-être aussi de révéler l'existence d'une société secrète non nommée pour l'instant, qui dirigeait l'ordre du Temple, survivant à la destruction de ces derniers. Gisors, en fait, cachait ses archives depuis plusieurs siècles. Alors, sa découverte et le fait qu'une opération visait à les mettre en lieu sûr, peut-être en Suisse, permettait de réactiver ces sociétés secrètes, seul commandement possible, en fait, entre, justement, une résurgence authentique néo-templière. L'un des chapitres de Gérard de Sède s'intitule Le Vaudeville. Il est consacré justement aux ordres néo-templiers. Alors on peut y découvrir une couverture de la revue C'est-à-dire, où on voit un néo-templier à cheval qui tue de sa lance un animal dont la queue représente le marteau et la faucille, le visage d'un intellectuel de gauche en fait, qui laisse comprendre que Gérard de Sède, ce qu'il pense en fait des ordres néo-templiers, s'en moque un peu. Plantard, qui aurait été donc ex-membre du Grand Orient, aurait été recruté au sein de Memphis Mizraïm. Ce serait au sein d'une loge martiniste où aurait siégé Robert Ambolin, donc de Memphis Mizraïm, Vincent Planck, créateur de la loge Opéra, aussi avec le Veilleur, donc initiateur de la résurgence templière, que le montage du prieuré de Sion aurait été opéré, donc avec différentes structures. Dans Les Templiers sont parmi nous, Pierre Plantard avait livré un circuit, un triangle. Chacun des 3 sommets représentait une ville à Mantravel, Jarnac et Gisors, ayant pour centre Bourges. Or, 2 ans après l'apparition du livre, Gérard de Sède revient avec des documents concernant une étrange affaire qui s'est déroulée dans un petit village de l'Aude, donc Rennes-le-Château. Pour éviter d'être pris de court, Pierre Plantard s'est rendu dans la région avec Philippe de Chérizet pour enquêter à son tour et monter justement un nouveau scénario, toujours en lien avec son circuit, le circuit de Chérizet. Pierre Plantard va discrètement téléguider de Sède, et l'affaire avait été redirigée par le propriétaire du domaine de Rennes-le-Château, acheté au viager à Marie Desnarnaud, la savante de la Bessonnière. Il s'agissait de Noël Corbu. À ce moment-là, de la visite de Sophie de Sède, l'affaire avait enquêté sur celle-ci. Et le chercheur Robert Charroux, après des fouilles n'ayant donné lieu à aucun résultat, probant, on va dire, aurait rédigé un long chapitre dans son livre Trésor du Monde en 62, s'inspirant d'une source unique, donc l'écrit de Noël Corbu.
Donc il faisait écouter à sa clientèle longuement. Il y a aussi le Serpent Rouge. Le Serpent Rouge qui était un document, on va dire, il fallait avoir un certain niveau de connaissance quand même pour comprendre l'ésotérisme du Serpent Rouge. Alors, il y aura un faux manifeste, pierre et papier, qui est détenu maintenant par Jacques Chaumet, justement. Et donc, il y a ce lien avec les mouvements templiers ou le templiarisme ancien. Alors, je vais terminer on va dire la conférence sur le côté ésotérique et initiatique du travail du veilleur. Alors, il faut savoir que donc il y a eu les ateliers Théo, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont été créés par le veilleur dans les années 80. Alors, le veilleur parle de l'évolution alchimique de notre espèce, en quelque sorte. On va parler du non-temps. Et c'est assez complexe, c'est pour certains initiés qui pourront comprendre, mais il est important de terminer dessus. Alors, du non-temps et du non-espace, nous parvenons au principe illimité de lumière-temps-espace, nous dit le veilleur. Cet abstrait engendré, on va dire, est un Dieu dorénavant plus direct pour nous que l'imprononçable originel. Alors, on se trouve face à une éternité mieux tangible ou un instant perpétuel absolu, celui de la loi divine accordée, on va dire, au principiel, puis en tant qu'entité. Alors, il y a une relativité, c'est le principiel, c'est la forge de base. C'est un pont, on va dire, une arche royale, s'il en fut, jeté entre, on va dire, le Tout-Puissant et la condition d'être créé. Alors, c'est une construction de l'être relativité. Le principiel et la relativité sont donc deux créations abstraites. La première est concrète, la seconde dans leur manière respective de goûter à l'absolu prononcé. Donc, l'être relativité, en fait, est une densification souhaitée du principiel. Là, maintenant, on va aborder le principe de l'éther. C'est différent de l'astral, là, c'est l'éther. Donc, on va dire que c'est la densification de l'essence universelle, porteuse des mondes. Alors, l'éther primordial, la source pure, que procèdent les quatre régimes ignés, gazeux, liquides et solides, perceptibles dans notre incarnation, l'éther n'est pas le créateur. Il est la densification essentielle, la plus proche de lui. Voilà pourquoi l'ésotérisme situera l'éther et l'origine des quatre éléments qui, par une céleste décision, sont constitutifs de la matière. L'éther, en tant qu'origine, sera signé plus et masculin. Pour entamer en fait sa chute ordonnée, l'éther va dans un premier temps être accompagné par l'azote. L'éther sera Adam et l'azote sera son Ève, le signé féminin. Alors l'azote en fait est le fruit d'une révolte au sein même de l'éther. Révolte voulue par le Père qui permet en fait d'enclencher l'inexorable processus de densification en matière nécessaire à la constitution des quatre éléments. C'est ainsi que naît l'ignée, le feu, le premier androgyne Adam et Ève, puis l'azote, devenu à son tour Adam, signé du plus, qui va s'unir à l'oxygène, et son Ève signé du moins pour entamer le temps 2 dans la chute. Ainsi est né le gazeux, second élément androgyne de la chute, et la densification s'est renforcée car le gazeux est plus lourd que l'ignée. Ensuite, l'oxygène, donc devenu à son tour Adam, signé du plus, va s'unir à l'hydrogène, son Ève signé du moins, pour entamer le temps 3 de la chute. Donc là, en fait, ce sont les processus alchimiques qui sont révélés, mais on va dire initiatiques, pour comprendre une partie du travail du veilleur et de Théo. Donc c'est le lien en fait entre justement la remontée organisée des quatre éléments, de l'alpha en oméga, qui se fait par les trois règnes, le minéral, l'animal et le végétal.
Donc il y a beaucoup de choses en fait dans cette idée-là, mais dans ce travail, on va dire, de l'éther, eh bien, on passe de la chute de la lumière des ténèbres à l'éther, on va de l'éther au carbone, puis les 4 éléments, puis la remontée rédemptionnelle, donc l'assomption puis l'ascension, du limon jusqu'à, on va dire, l'homme, puis par les 3 règnes, en fait, des ténèbres à la lumière ici forgée. Donc là, c'est la remontée d'alpha en oméga, qui n'est pas une finalité en elle-même, mais une fois remontée en coagula, en fait, vers oméga, achevé après des multiplications, il s'agit en fait d'un retour d'oméga en alpha. On va dire que c'est une consommation éthérique de la récolte. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que pareille idée, en fait, dans le veilleur, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, avec des êtres totalement réalisés qui ont atteint l'oméga et qui renoncent, on va dire, volontairement à demeurer dans la plénitude du nirvana. Ce qu'on peut dire pour finir sur l'essence, on va dire l'alchimie, c'est qu'il y a un lien, on va dire, entre la liberté qui est apparentée au soufre et ainsi qu'à la couleur blanche et la colonne Jacquin. Alors le déterminisme qui est apparenté au mercure, au féminin, ainsi qu'à la couleur noire et la colonne Boas. C'est l'union parfaite, en fait, de la liberté du déterminisme, c'est-à-dire, en fait, l'ésotérisme de Compostelle, de la pierre noire de la Kaaba, de la Kaaba qui est symbolisée par le bossan noir et blanc du temple, comme il y a le Graal noir, le Graal blanc. Le rosier rouge et le rosier blanc des Templiers, on rejoint là le rêve de Gabrielle Carmy, justement dans le Tort du Temps, où elle décrit justement ce rosier rouge et ce rosier blanc que par la suite Patricia Daré va rêver justement avec ce rosier rouge et ce rosier blanc. Alors je vais terminer avec l'idée justement de résurgence templière et du veilleur. C'est que ce qui est important, c'est que ça peut être lu durant une vie entière. En fait, à chaque lecture, va se présenter, on va dire, une lumière nouvelle qui livre une proposition de travail jusqu'alors qui est ignorée du cheminant. Alors l'œil du veilleur, en fait, est un authentique processus de verticalisation de la quête, on va dire. Ça va plus loin que la quête. Alors son terreau, quand même, est l'ésotérisme chrétien, mais on peut voir aussi qu'il y a d'autres propositions, puisque on voit que le travail du veilleur, eh bien, il peut aisément être diffusé dans les milieux soufis chiites, par exemple, connaissant bien Ibn Arabi ou Henri Corbin, ou aussi bien Weizsäcker avec les veilleurs du temps, les veilleurs de Weizsäcker, l'île des veilleurs, pardon. Donc il y a plusieurs choses, mais c'est une œuvre assez complexe. Mais c'est sûr qu'il y aura un certain nombre d'appelés et peu d'élus. Et la résurgence templière actuelle, dont on voit par exemple avec le livre de Patricia Daré, en est un curieux exemple, où certaines personnes, en lisant le livre, leur arrivent certaines choses, ont certains messages. Alors 22 ans après, 22 ans, tels les 22 lames du tarot de Thoth, après le passage éternel à l'Orient éternel du veilleur, on peut dire une chose sur la voie. C'est la voix qui est la voix, mais qui n'est pas la voix, mais qui est la voix. Voilà, j'ai dit. Moi, j'ai terminé là sur la conférence sur les Templiers et le néo-templiarisme. Alors, c'était peut-être complexe et ardu pour certaines choses, mais voilà, il était tenu de dire certaines choses qui sont peu connues et peu abordées en fait dans l'œuvre des néo-templiers. Alors, s'il y a des questions, À la toute première création de l'ordre des Templiers, vraiment au tout début, leur objectif principal de la création de cet ordre, c'était quoi exactement? Il y a beaucoup de choses différentes. C'était déjà il y avait l'idée aussi
de préserver, on va dire, la chrétienté. Il y avait aussi cette idée de guerre sainte, mais il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait eu des alliances avec les Templiers, et puis les Templiers étaient certains initiés. Ils étaient initiés à l'alchimie arabe, ils étaient initiés à la Kabbale, ils étaient initiés aussi bien à la tradition scandinave. Donc, en fait, il y avait une mission assez secrète on va dire, de l'ordre, en fait, vers, on va dire, un trésor, mais personnel, intime. C'était pas uniquement une quête de trésor. Ça allait plus loin que ça. Voilà. Je crois qu'après, quelqu'un qui vient après, qui a la conférence. Est-ce qu'il y a un lien établi entre les Templiers et les catharistes? Alors, il n'y a pas un lien évident, mais le catharisme a une sagesse particulière qu'on retrouvait dans certaines connaissances, on va dire, ésotériques, templières, effectivement. Mais c'est plus dans un ordre d'idées, on va dire. Mais un lien ténu, ils se côtoyaient, on va dire, mais il n'y avait pas de lien véritablement. Au niveau religieux, c'était quand même pas la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, après, c'est vrai que beaucoup plus tard, dans les ordres néo-templiers, il y avait une assimilation entre le catharisme, le néo-templiarisme, donc on mettait un peu tout en même temps. C'est pour ça qu'il y a des confusions maintenant, parfois aussi. On voit Montségur, Rennes-le-Château, on voit d'autres lieux aussi où on retrouve cette même quête, on va dire, d'un renouveau, d'un âge d'or, tout cela, quoi. On dirait qu'il y a eu il y a eu aussi des liens avec tout ce qui était loge franc-maçonnique, Oui. ou la Rose-Croix à mort aussi. Exactement. Ce qu'on ne soupçonnerait pas au premier abord. Oui. Mais la plupart des néo-templiers, en fait, sont affiliés à certaines loges, oui, c'est sûr. Mais ça, donc, c'est... Et c'est peu connu. Ouais, C'est peu connu, ouais. C'est pour ça que je voulais mettre en avant aussi ça, parce que pratiquement personne n'en parle, quoi. Même si on parle beaucoup des Templiers actuellement. C'est un sujet très porteur, on va dire. Ils ont un peu la même quête, non? Au niveau des différentes loges, finalement, c'est la quête du Graal Oui, personnel, des secrets de la réalité, de l'univers. oui. Même s'ils ne sont pas toujours bien ensemble. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de querelles, beaucoup de... Aussi des obédiences. Oui, voilà. Oui. Il y a eu beaucoup de scissions, on va dire. Mais l'OVDT, l'ordre des veilleurs du Temple, est un ordre assez sérieux, on va dire, qui ne va pas dans des dérives. Voilà, parce qu'il y a eu des sacrées dérives aussi. Et est-ce que vous pourriez refaire, parce qu'on parle aussi du livre de Patricia Daré, qui a un rapport avec la personne que vous appelez les veilleurs, c'est ça? Il y a un rapport plus ou moins, parce qu'elle en parle en fait, elle en parle sur 2 pages. Il faut relire le livre, elle en parle au début, en fait, la résurgence templière. Voilà. Est-ce que cette résurgence templière a un rôle aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans le monde? Ah oui, c'est possible, oui. C'est possible, surtout dans peut-être les 2 années à venir. Il peut se passer certaines choses, oui. On verra bien. Mais effectivement, oui, il y a des appelés. Alors, quelle force ou les contacts, ça c'est autre chose. Mais il y a bien quelque chose en tout cas. Et si on veut rentrer dans l'OVDT, on fait comment? Si on veut. Rentrer dans l'ordre... Ah bah il y a plein de... Et c'est des associations de loi 1900, hein. Il y en a plein. Hein. D'accord. Il On faut... retrouve sur Internet. Ah oui, on peut trouver, oui. Oui. Bah, l'OVDT, l'ordre des veilleurs du Temple, on peut trouver facilement.
j'ai mis ici, là. Ils ont un projet, j'ai fait une conférence à Rennes-la-Château cet été, ils sont venus avec les brochures, ils ont distribué à tout le monde. Voilà. Il y avait Arcana, il y avait Gino Sandré, il y avait beaucoup de monde, ils ont eu tous leurs brochures. Oui. Est-ce qu'il peut vraiment se réclamer des Templiers, parce que les Templiers, l'ordre des Templiers, c'était quand même quelque chose de noble, effectivement. Ils protégeaient, entre guillemets, la chrétienté. C'est pour ça qu'ils sont partis en croisade. Et le fait qu'ils soient devenus tellement puissants, parce qu'après c'était les financiers du royaume, c'est ça qui aussi a certainement précipité leur perte. Eh oui. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas avoir le même sens. Se dire, je fais partie des Templiers aujourd'hui, c'est pour ça que c'est néo-templier. Pardon ? Ils se veulent néo-templiers, on va dire, qu'ils veulent refaire. Alors certains ne sont pas tous habillés en costume blanc. Oui. C'est ça, d'après ce que je comprends aussi, il y a des loges, vous parliez de celle de Toulon. Il y a la loge 7.1, il y a eu des dérives, oui, effectivement. Pour s'y retrouver. Ben, c'est pour ça que je conseille l'ordre des veilleurs du Temple, le VDT, qui est plus ou moins sérieux. Ouais. Enfin, je dis plus ou moins, si, qui est sérieux. Mais après, à savoir ce que l'on ressent aussi personnellement. De toute façon, on peut aller voir, et puis si ça ne plaît pas... Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Ben, merci à vous.